Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Cette conférence a été donnée à l'occasion de la présentation des ateliers de rhétorique à Nouvelle Acropole Montréal. Présentation faite par Denis Briquenet. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette activité qui a été présentée comme une présentation de la formation, et que je vais avoir en charge. Et en fait, je ne vais pas faire une présentation comme on a l'habitude, disons, de l'entendre. Je voudrais vous parler surtout de la matière, c'est-à-dire l'expression orale. J'ai besoin de vous préciser comment je vais faire ça, dans quelle ligne je me situe, quelle est la ligne que je développe. Normalement, l'information aurait dû être rhétorique, sauf que c'est un mot que personne ne connaît. Ou si on connaît le mot rhétorique, c'est pour le voir associé plutôt à la vision religieuse. Bon, moi je m'appuie sur la rhétorique comme un art et une science, mais qui date depuis longtemps et qui s'est développée, en fait d'une façon beaucoup plus précise, au cours de l'histoire, notamment l'histoire occidentale, au niveau de la Grèce, notamment. Et le terme rhétorique est un terme utilisé à ce niveau-là. Alors je voudrais le préciser aussi un peu parce que c'est une ligne spécifique. Je ne suis pas dans le genre de la formation comme on entend assez souvent quant à la prise de la parole, l'expression orale, etc. Enfin, si, d'une certaine façon. Mais je crois que je m'accorde à cette idée qu'il n'y a pas de méthode unique. Il n'y a pas une méthode qui est valide pour tout le monde. Vous savez, c'est un peu ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de la médecine moderne. Pas une critique, simplement un constat. Et ce constat est le suivant. Quiconque a une maladie X aura toujours la même posologie, le même médicament. Dans la médecine traditionnelle, c'est un peu différent. C'est-à-dire, quiconque a la même maladie aura une posologie personnalisée. Parce que ça va dépendre par conséquent de la personne. Qui est l'interlocuteur? À qui est-ce qu'on s'adresse? Ce n'est pas un clone. Ce n'est pas la même personne. Alors, si tout le monde a un rhume, bon, ben alors c'est la même chose qui va guérir le rhume. Point. Bon. Ça fonctionne, plus ou moins. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ma ligne, moi. Ma ligne, c'est de penser que chaque personne est une originalité. C'est-à-dire que la personne est au centre de l'approche. Ce qui veut dire que ça complique un peu plus les choses, parce qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une recette. Voilà, pour l'expression orale, voilà quelle est la recette. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, au niveau des gestes, au niveau des comportements, etc. Oui, dirait le philosophe zen. Non, oui. Il faut qu'on réfléchisse en se disant, il y a d'une part la forme et d'autre part l'esprit. Alors on peut mettre soit l'esprit en priorité sur la forme, ou on peut mettre la forme en priorité sur l'esprit. Si c'est la forme qui est prioritaire, dès lors il peut y avoir une méthode qui est une méthode formelle qui va s'appliquer à tout le monde. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je pense même que ça peut fonctionner très bien dans la société contemporaine, où il y a des comportements mécanisés, des comportements répétitifs. Les gens s'attendent à ça. Il faut donc fournir ça. Si on ne fournit pas ça, alors il y a un problème. On n'est pas dans la ligne. Donc il faut que la personne apprenne à comment fournir ça. Un peu comme les curriculum vitae. C'est-à-dire on se présente, c'est pas vrai, on ne se présente pas. On se présente en fonction de ce que l'autre est susceptible d'entendre. Ce qu'il faut que la personne entende. Pour se garantir la prise de poste éventuellement. Donc ce n'est pas la personne qui se présente. Dans l'expression orale, c'est la même chose. J'aime pas trop expression orale, j'ajoute souvent et communication. On va dire que c'est un art et une science de la communication. Il s'agit de se communiquer. Ce n'est pas simplement de communiquer quelque chose.
C'est pas simplement de prendre quelque chose et puis de le communiquer. Il faut se communiquer. Je voudrais expliquer ça d'une manière un peu plus précise, peut-être tout à l'heure, mais d'ores et déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message doit prendre vie. Il faut que le message devienne vivant. On va le dire d'une façon peut-être un peu plus philosophique, au moins dans une philosophie spirituelle, il faut que le message s'incarne. Il faut qu'il prenne corps. Alors il doit prendre corps en fonction de l'idée qui doit être véhiculée, c'est sûr. Le message, c'est une idée, une articulation d'idées. Il doit donc prendre corps par rapport à cela, mais il doit aussi prendre corps vis-à-vis du récepteur. C'est-à-dire la personne qui reçoit le message. Et la personne qui reçoit le message est fondamentalement un être humain. Donc il faut donner au message, sans perdre le contenu rationnel, sans perdre l'idée, il faut lui donner une âme, il faut lui donner une vitalité, il faut lui donner une sensibilité, qui doit correspondre le plus que l'on peut à qui on s'adresse. C'est pour ça que c'est personnalisé. De ce fait, les formations que je propose sont des formations avec un groupe limité, 6 personnes maximum, pour avoir justement la possibilité de la personnalisation. Chaque individu est une personne spécifique. C'est un travail qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'il dépend de la communication, de la relation que l'on peut établir avec les individus. À la base, il faut donc une confiance. D'une certaine façon, c'est une foi. Il faut avoir une foi éclairée, c'est-à-dire une confiance qu'on va entretenir entre nous un rapport et une relation qui n'est pas de domination, qui n'est pas de séduction, qui n'est pas de volonté de puissance sous quelque forme que ce soit, mais bien d'entrer en relation, de se comprendre pour déterminer quels sont les points qui sont forts et quels sont les points qui sont moins forts. Et des choses qu'il faut peut-être travailler. Tranquillement. Tranquillement. La rhétorique est une des 9 muses en Grèce ancienne. J'imagine que vous connaissez un petit peu les muses, les 9 muses, dont la principale est la musique. Muse, musique. Mais il y en a d'autres. Et parmi ces 9 muses, nous en avons 2. L'une qui est l'éloquence, la muse de l'éloquence, et une autre qui est la rhétorique. Et l'art de la rhétorique est lui-même, et je pense que ça doit continuer ainsi, basé sur 3 vecteurs, sur 3 éléments indissociables. L'éthos, peut-être que je préciserai un peu ces éléments-là. Le logos, on va commencer par lui. Le logos, l'éthos et le pathos. Trouvez-vous que vous connaissez? Parce que de logos vient le mot logique. Biologie, archéologie, etc. Ça vient de logos, le logos. La définition de logos, c'est le verbe, le mot, le verbe, la raison, l'argumentation, le discours. C'est un terme qui est très riche. On le retrouve en spiritualité, disons, pour qualifier un peu ce que je veux dire, comme étant le verbe créateur. Logos ou verbe créateur. Verbe, c'est pour l'expression orale et pour la rhétorique, pour l'éloquence, la verbalisation. C'est l'art et la science de la verbalisation. C'est sûr que la verbalisation est basée sur les conjugaisons. La conjugaison permet de relier les choses dans le temps. Le mot pathos, vous le connaissez aussi, c'est pathologie, par exemple. On le retrouve dans le terme pathologie. Et le mot ethos, vous le connaissez aussi, on le retrouve dans le terme éthique. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui est très étranger à l'utilisation de nos propres mots. Mais par contre, c'est une dynamique pour l'expression orale et pour
la rhétorique. On va préciser en quoi. Ethos, c'est, pour employer des termes qui sont modernes, qui sont d'actualité, c'est le locuteur, c'est la personne qui parle. Attaché à ethos. C'est la mise en œuvre, vous allez voir comme c'est intéressant et compliqué, c'est la mise en œuvre des qualités humaines, qui est le propre de celui ou de celle qui est locuteur, c'est-à-dire qui va parler. Donc la personne qui parle doit se mobiliser intérieurement pour donner le meilleur d'elle-même et de mettre en scène les qualités humaines. On voit en philosophie, disons, à la manière classique, à quoi correspondent ces qualités. Ce sont des vertus, comme par exemple la compassion, comme par exemple l'écoute, comme par exemple la sensibilité. C'est-à-dire que le locuteur est complètement engagé dans ce qu'il a à dire. Ça, c'est pour ethos, éthique. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une bonne communication, dans le sens vraiment de la rhétorique, la communication, la bonne communication, la valeur de la communication, va être directement proportionnelle à la qualité morale de celui ou de celle qui parle. Autrement dit, par exemple, si je vais utiliser de l'éloquence, mais pas en vue de rendre positif, de développer de la créativité, l'éveil, mais pour convaincre, ce qui porte aussi un nom dans la Grèce ancienne qui est pétos, et qui signifie l'art et la science de convaincre quelqu'un de quelque chose dont on n'est soi-même pas du tout convaincu. Mais mieux encore, l'art et la science de pouvoir convaincre quelqu'un de quelque chose que l'on sait être faux. Alors on me dirait, mais pourquoi faire ? Pour amener la personne à agir de telle façon. C'est-à-dire pour conduire la personne dans une certaine direction qui m'intéresse. Et peut-être ce qui m'intéresse, c'est pas de conduire la personne vers la vérité, mais de la conduire plutôt par là, de manière à ce qu'il y ait un détournement de la vérité. À ce moment-là, on appelle cela du sophisme. Le sophisme est un art oratoire. À l'époque de Platon, c'est quelque chose qui existait. D'ailleurs, on le sait très bien, puisqu'il y a même dans les dialogues un qui s'appelle le sophiste. Ces gens se faisaient payer. Alors, ils se faisaient payer pour des politiciens, par exemple. Quelque chose qui, je crois, de nos jours, pourrait aussi très bien être conçu, être compris. Pour comment est-ce que je peux faire pour convaincre l'autre d'agir comme ça ? Pourquoi ? Parce que je voudrais que la personne aille par là. Pourquoi ? Parce que ça me rapporte à moi. Ça s'appelle de la manipulation. C'est-à-dire que le sophisme va donner naissance, un siècle plus tard, à partir du moment du gros développement du sophisme, ça va donner naissance à la démagogie. C'est-à-dire, la maman, le papa de la démagogie, c'est le sophisme. Tel je sens les choses, telles elles sont. Le critère de la vérité, c'est la sensation. Évidemment, on est tout à fait éloigné de la rhétorique. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'une éthique. Au contraire, il faut la mettre de côté, l'éthique. Comment est-ce que je vais faire pour la mettre de côté, cette éthique ? Elle est là. L'éthique est vivante. Alors ce qu'il faut, c'est que je puisse la fixer quelque part dans une cage. Et les cages de l'éthique sont les livres, les codes de déontologie, les codes d'éthique. Ce sont des cages à éthique. Comme ça, c'est dans le code. Il n'y a plus besoin de s'en tracasser. S'il y a un problème d'éthique, allez voir le code. L'éthique, l'éthos, c'est soi. C'est nous. C'est chacun d'entre nous. C'est pour ça que dans la réalité, la rhétorique est une des disciplines de la philosophie. Une discipline essentielle de la philosophie. L'expression de soi est fondamentale. Plus je vais tarder dans l'existence à éveiller en moi les pouvoirs de l'expression de moi-même, et plus je vais retarder la possibilité de changer, de progresser, de m'améliorer. Il faut que je puisse m'exprimer sincèrement, authentiquement,
pour que le milieu dans lequel je m'exprime, la nature ou la culture, puisse me renvoyer des feedbacks, une réaction en boucle, qui vont me permettre de me comprendre mieux, de savoir sur quoi il faut que je m'appuie, parce que c'est solide, et qu'il faut peut-être que je le consolide un peu plus, et ce sur quoi il faut que je travaille, pour m'améliorer. Autrement dit, l'objectif de l'expression orale, c'est l'amélioration de soi. C'est une discipline de transmutation de la conscience. C'est une discipline de formation de la conscience. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous étonniez que cette activité puisse s'intégrer dans une école de philosophie à la manière classique. Parce que c'est évident. La connaissance de soi est l'objectif de la philosophie. C'est pas pour construire toute une série de constructions plus ou moins compliquées, des systèmes plus ou moins compliqués, qui sont de plus en plus compliqués de toute façon. Je les déconstruis, je les reconstruis, un autre le déconstruit, le reconstruit, va arriver à la fin à quelque chose qui est inapplicable. C'est pour ça qu'on dit que la philosophie ne sert à rien. Sinon, à se compliquer l'existence. Non, la rhétorique, l'expression orale, la ligne qui m'intéresse, est une ligne de formation de soi. Une ligne d'éveil à soi-même. Et ce qu'on va enlever, ou ce qu'il faut enlever, sont les entraves, qui sont des entraves qui ne viennent pas du tout du monde extérieur. Peut-être qu'elles se sont bien enracinées à cause de la culture, à cause de la famille, à cause des amis, à cause de la télévision, à cause de ceci et de cela, que ça s'est enraciné, ça s'est cristallisé, pour donner un comportement très orthodoxe. Mais laïque, c'est une orthodoxie laïque. Si j'agis pas comme ça, pas bon. Il faut agir comme ça. Il faut répondre à cette forme-là. Si je suis à côté de la forme, non, je suis à côté. Il faut inverser tout ça. Parce que cette inversion-là, elle est capitale, parce que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse cette démarche, c'est la personne. C'est pour ça que je dis que c'est personnalisé. C'est la personne. Les obstacles, en termes d'expression orale, sont artificiels. Déjà, je me positionne d'une façon alors un petit peu paradoxale et hors norme. Parce qu'au contraire, ce que l'on vit, c'est les obstacles. On essaie de travailler sur les pseudo-obstacles qui empêchent la communication. Non, ce sont des obstacles artificiels. Beaucoup d'entre eux n'existent pas. Les vrais obstacles sont les obstacles intérieurs. C'est-à-dire ceux qui sont relatifs à la relation à soi-même. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas beaucoup de travail qui se fait là-dessus. Sur soi. Et parce qu'il n'y a pas de démarche, parce que peut-être on n'a pas eu accès aux moyens de le faire. Une philosophie pratique. Ça, c'est ethos. Donc ça veut dire que pour bien communiquer, sauf si je veux communiquer en fait des recettes ou si je veux communiquer des attitudes, encore une fois, à la sophiste, bon, je n'ai pas besoin d'éthos. Par contre, je vais avoir besoin de pathos. Pathos, c'est tout ce qui se rapporte à l'affect. Le pathos, c'est tout ce qui se rapporte à la sensibilité. La sensibilité de la personne qui écoute. C'est-à-dire de l'autre. Parce qu'il faut éveiller la sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut éveiller une adhésion qui est une adhésion personnelle, une adhésion de cœur. Donc, ça signifie qu'il y a, pour la personne qui communique, il doit y avoir une perception psychologique, non pas en vue de manipuler, mais en vue de favoriser le passage, en vue de permettre à ce qu'il y ait un message qui ne soit pas que rationnel, mais qui puisse être rationnel vivant, rationnel avec âme, rationnel avec substance vitale, rationnel avec intérêt, pas intellectuel dans le sens moderne. Dans le sens traditionnel, certainement, l'intellect est important. Ça se rapporte au logos. Le logos, c'est le message. L'éthos, c'est le locuteur. Et le pathos, c'est le récepteur. Donc l'émetteur est l'éthos, le récepteur est pathos, et logos, c'est le message. Donc on a besoin de 3 éléments
simultanément. Je vais le traduire d'une autre manière. Nous avons besoin d'avoir quelque chose à dire. Si je n'ai rien à dire, c'est un peu embêtant, disons, de communiquer. Je vais communiquer le rien à dire. Langue de bois, on dit. Non, c'est connu. La langue de bois, c'est qu'on entend, ça parle, et puis on parle, mais à la fin on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien, c'est vide. C'est occuper un espace, par du son, par du bruit. Il n'y a pas un moteur, un véhicule d'un message. Autrement dit, il faut avoir quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, on n'a pas de logos. Alors le système ne fonctionne pas. Le point que nous constatons souvent, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont rien à dire. Et ça, c'est encore un artifice. Si j'employais les termes de Platon, avec le mythe de la caverne, je dirais que c'est encore une ruse, qui est une ruse des maîtres de la caverne. De convaincre les gens qu'ils n'ont rien à dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas diplômés. Ils n'ont pas le diplôme. Ils n'ont pas la carte. Ils n'ont pas la reconnaissance. C'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est qu'on leur dit tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire parce que tu n'es pas reconnu. Reconnu par qui, par quoi, selon quels critères. Alors il y a une peur, la première peur qu'il faut vaincre. Quand je dis première, c'est du point de vue d'un rapport d'essence, d'un rapport de principe. Là, c'est pas chronologique, c'est pas une hiérarchie. Les trois peurs que l'on va envisager ici sont ensemble, elles sont toujours ensemble. C'est pour ça qu'on fait un triangle. Elles sont concomitantes, elles sont ensemble. Il n'y en a pas une qui donne naissance à l'autre. C'est trois peurs qu'il faut travailler. Il faut y faire face. Il faut les rencontrer. Puis leur inviter à prendre un café. Ou un thé. Manger un petit beefsteak. Ah, végétarien. Ah, alors les carottes. Donc il faut se mettre pour entretenir une relation avec nos peurs. La peur de la peur nous bloque, nous paralyse. Et c'est ça qui est utilisé de nos jours. La peur des peurs. La peur des peurs nous empêche carrément de nous rencontrer. Alors la seule possibilité que l'on a, c'est de refouler. Parce qu'il est évident que, étant donné que nous ne sommes pas parfaits, étant donné que nous avons des défauts et pas que des qualités, étant donné qu'on a des points forts mais aussi des points faibles, il est certain qu'il y a peur à faire face à cela. Qui ne va pas vivre ça? Non, moi j'adore faire face, non, même pas faire face, mais rencontrer mes défauts, mes limites. Mais la première peur qui est du point de vue essentiel, c'est la peur mentale. Donc, ma position, mais elle n'est pas idéologique ni religieuse, elle n'est surtout pas dogmatique, sauf que c'est ma ligne. Alors ça veut dire que très bien, si cette ligne-là ne correspond pas, il y a 20 000 autres lignes. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'options et de possibilités qui existent. Donc on a le choix. Non, je crois que chaque individu, quelle que soit sa sensibilité religieuse, j'intègre dans la sensibilité religieuse l'athéisme. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire le théisme et l'athéisme, ça fait partie de la sensibilité religieuse. L'une est positive, l'autre est négative. Pas négative dans le sens que c'est mauvais, dans le sens qu'il y a un rejet, qu'il y a un déni. Bon, tout ça c'est très bien. Indépendamment du sexe, de la profession, du niveau social, etc., tout individu a quelque chose à dire. Tout individu a une créativité mentale. Tout individu, au-delà des rapports modernes, au-delà des diplômes et toute autre forme de reconnaissance, a quelque chose à dire. Et un autre point qui précise un peu la philosophie de la formation qui nous intéresse, enfin qui m'intéresse à moi, et que je peux conduire, c'est que ce que la personne détient à l'intérieur d'elle-même est valide et utile, non seulement pour elle, mais pour les autres.
C'est pour ça qu'on peut parler d'une philosophie humaniste. Au-delà de la race, sexe, credo, religion, etc. Chacun est là. Pour une question ? Ah oui, il peut finir. Ouais. Voilà. Chacun est là avec une originalité, avec une lumière, avec quelque chose dont nous avons besoin, dont chacun d'entre nous, nous avons besoin. C'est pour ça que la relation est importante, que la communication est importante. La chose qui nous habite intérieurement, et qui est notre identité, notre être, notre réelle identité, doit s'exprimer. C'est un devoir. Doit s'exprimer. Devoir. Doit s'exprimer. Il faut donc offrir la possibilité à l'expression, à la communication. C'est ça l'expression orale et la rhétorique. Je vais continuer encore pour... Mais est-ce que tous les messages se valent ou, par exemple, par rapport à la connaissance, connaître un sujet, ou du moins s'informer sur un sujet, il va y avoir un message différent que peut-être que tu aurais moins de choses à dire sur un sujet que si tu n'étais pas informé dessus? Parfaitement. Mais c'est pas mon point. Mon point, c'est qu'il faut l'exprimer. Il ne faut pas... Regardez ce qu'on reconnaît aujourd'hui et on défend. La liberté de penser et la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont des mouvements qui veulent museler la liberté d'expression. C'est-à-dire, oui, à la liberté d'expression, chaque fois que ça me correspond positivement. Chaque fois que ça va dans le sens qui est le sens qui est reconnu de tous. Non à la liberté d'expression s'il y a tout simplement quelque chose qui s'oppose. Dans ce cas-là, on ne le veut pas. On veut empêcher que cela s'exprime. Non. C'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression est la liberté de s'exprimer. Après, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on va regarder si dans le social, si dans le juridique, si dans le judiciaire, le légal, les règlements, dans la morale ou autre, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Que manifestement, les conséquences ne vont pas, alors on va faire le nécessaire pour limiter les dégâts, si on veut, ou pour empêcher que ça se produise. Mais pas la liberté d'expression. Il faut que, je vais vous dire un truc peut-être un petit peu dur, un peu curieux, il faut que le diable s'exprime. Il ne faut pas simplement que Dieu s'exprime. Je parle ici en termes de philosophie. Il faut que le bien s'exprime, mais que le mal aussi. Parce que si le mal ne s'exprime pas, comment pouvons-nous conduire les choses? Comment pouvons-nous apprendre? Le Bouddha disait que la douleur est véhicule de conscience. C'est la douleur qui est véhicule de conscience. Pas le plaisir. Le plaisir, c'est une satisfaction. C'est intéressant. Donc, ce que je veux souligner, c'est qu'il faut offrir aux individus la possibilité qu'ils s'expriment. Mais qui s'exprime quoi? Qu'est-ce qui va s'exprimer de l'individu? C'est ça le point. Parce que je veux souligner que la rhétorique, c'est l'art et la science de permettre, de favoriser l'expression de l'être de toute chose. Un peu comme un bouquet de fleurs. Un peu comme un tableau. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que parmi les 9 muses, les 9 muses sont, vous connaissez peut-être un peu la mythologie grecque, au moins au niveau de l'art, parce que certainement vous l'avez peut-être pu voir des tableaux ou autres. La Titanide, Mnémosyne, qui est la mémoire, c'est elle, nous dit la mythologie grecque, qui a inventé les mots et qui a inventé le langage. Nous dit la mythologie quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'Égypte ancienne et dans d'autres cultures. C'est que elle, la mémoire, elle a désigné toute chose. Elle a donné un nom à toute chose. Alors ces choses qui n'étaient que des choses, par le fait de recevoir un nom, deviennent des entités, c'est-à-dire des êtres. C'est plus simplement des choses. Ce sont des éléments qui ont une personnalité. Et parce qu'elle a fait ça, nous dit la mythologie, il faut qu'on arrive à le traduire aussi d'un point de vue philosophique, parce qu'elle a fait ça, ça offre la possibilité de l'expression, de la communication. On peut communiquer parce que les choses ont un nom. On peut communiquer parce que les choses peuvent se verbaliser. On peut communiquer parce qu'on peut les rationaliser, parce qu'on peut les imaginer. Ça, c'est un point aussi qui est important. C'est-à-dire que nous sommes constitués dans notre conscience de 2 grands pouvoirs. Le pouvoir de la raison
et le pouvoir de l'imagination. Le pouvoir de la raison, c'est le concept. C'est pour ça que il faut aussi apprendre à penser. Ça va avec, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'expression orale, l'organisation de la pensée et l'imagination créatrice qui vont ensemble. Quand on travaille peut-être plus sur l'expression orale ou la rhétorique, les deux sont là quand même. Parce que je n'arrive pas à ordonner ma pensée, je n'arrive pas à conjuguer mes idées. C'est-à-dire si je n'arrive pas une idée à lui donner vie dans le temps, ça s'appelle la conjugaison. Alors, je peux rattacher l'idée à des racines, d'où elle vient cette idée. Parce que peut-être c'est quelque chose qui est important pour le message, pour la logique, c'est-à-dire l'histoire de l'idée. Comment est-ce qu'elle est arrivée jusque-là? Ça peut être personnel, ça peut être une expérience qui a été vécue. La transmission de cette expérience dans un moment donné fait appel à la mémoire, c'est-à-dire à ce qui s'est passé avant. L'expérience que j'ai retirée, on est en train de conjuguer. On conjugue au passé. On peut même dans le passé conjuguer de telle manière à ce que des choses soient relativement avant, après ou pendant dans le passé. On ne va pas faire ça maintenant, non? Il y a l'art et la science de la conjugaison. Mémoire. C'est elle, la déesse de la mémoire, qui est la mère des 9 muses. Parce que mariée à Zeus, la descendance va être les 9 muses. Et on a dans les 9 muses toute une connaissance qui se rapporte à la rhétorique. C'était vraiment une formation humaniste de type Renaissance. La Renaissance est riche. C'est une façon de dire que chaque individu ne devrait pas se spécialiser, sinon il devrait se globaliser. C'est-à-dire que chaque individu devrait être capable de pouvoir mettre plus d'une corde à son instrument. C'est-à-dire si on veut jouer de la guitare avec une corde, ça va être un peu compliqué. Ou le violon avec une corde, ça va être un petit peu compliqué. Un grand musicien peut-être est capable, lorsque la corde de son violon est en train de casser, de jouer pareil en utilisant celle qui reste. Mais si à la fin il n'en reste plus qu'une seule, ça peut être difficile, en tout cas pour lui ou pour elle, en tant que virtuose. Mais pour nous, chaque être humain, il faut qu'on mette plus d'une corde à notre arc. Il faut avoir une formation, une culture globale. Il faut s'intéresser aux 9 muses, à la musique, à l'histoire, à la rhétorique, à l'éloquence, à la poésie, au théâtre, au drame, etc. À la comédie. C'est magnifique de voir que la musique va représenter les 9 muses. Et que faire de la rhétorique ou de l'expression orale, c'est jouer d'un instrument. L'instrument, c'est soi. Nous sommes l'instrument, nous sommes la caisse de résonance. Il faut jouer l'éthos, accorder notre instrument. Il faut jouer le pathos, c'est-à-dire s'adresser à des gens, communiquer avec des gens. Il faut que la peur mentale disparaisse. Il ne faut pas avoir peur de bégayer. Démosthène bégayait. Il est dans l'histoire reconnu comme étant un des grands orateurs. Mais au début, il bégayait. Alors qu'est-ce qu'il faisait, Démosthène? Il y a des tableaux aussi qui nous le représentent. Il allait sur la plage, il se mettait des petits cailloux dans la bouche, et il s'entraînait à l'éloquence, dit-on. Avec le bruit de la mer et les cailloux dans la bouche, on peut s'imaginer que ça ne devait pas être facile, mais quelle belle épreuve, allégoriquement parlant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des imbéciles. Mais il n'y a pas de sot métier. Le dicton dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Comment est-ce que je peux être un sot? Je peux être un sot si je n'utilise pas mes possibilités, si je n'utilise pas mon potentiel, si je n'utilise pas mon virtuel, ce que j'ai, ce que je possède. À cause de quoi? À cause du on-dit, à cause de l'opinion publique, à cause de la quantité, où il y en a 1000 qui disent cela. Si 1000 aveugles touchant une partie d'un éléphant voient l'un un grenier, l'autre une colonne, l'autre un serpent parce qu'il touche la trompe,
et qu'un seul non-aveugle dit, ben voilà, c'est un éléphant, qui a raison. Ça veut dire que la véritable autonomie, elle est déjà là. Nous sommes libres. Nous sommes libres. À quoi sert notre liberté? À quoi devrait servir notre liberté? À grandir, à fleurir, à s'épanouir, à utiliser tous les moyens qui seront nécessaires pour que l'être que je suis puisse s'exprimer et pour qu'il puisse prendre des baffes. L'être a besoin de prendre des coups de pied au derrière, il a besoin de prendre des claques, mais aussi des caresses, mais aussi des reconnaissances. C'est comme ça qu'on se connaît. Il faut que je connaisse quels sont, en termes de la Bhagavad Gita, donc un texte philosophique de l'hindouisme, que je connaisse mes Pandavas et mes Kauravas. C'est-à-dire, ce qui en moi est bien, et ce qui en moi ne l'est pas. À moins que je pense que je suis déjà arrivé. Ah, alors là, c'est le narcissisme total. Et Narcisse, dans la mythologie, qui se regarde, waouh, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est magnifique, il n'y a pas plus beau que ça. C'est-à-dire que c'est la beauté totale. Alors il veut embrasser la beauté totale et il se noie. Donc c'est clair, non? Non, nous sommes imparfaits, mais perfectibles. Étant imparfait mais perfectible, j'ai intérêt à savoir qu'est-ce qu'il faut que je perfectionne. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois travailler? L'être, c'est l'être qui compte, pas le paraître. Aujourd'hui, la société contemporaine mise tout sur le paraître. C'est comme ça que tu tiens les gens. Tu n'as plus besoin de collier, ni de chaîne, c'est le paraître. Parce qu'il y a confusion entre le paraître et l'être. Donc l'image de soi, le branding, tout ça forme un ensemble d'obstacles pour la découverte de soi. L'expression de soi est un devoir. C'est pour ça que l'on est né. Pourquoi est-ce qu'on est là? Si on cherche un sens, qu'on croit en la réincarnation ou pas, qu'on cherche un sens à ma présence, on est là pour être. On est là pour devenir à chaque fois plus soi-même. C'est ça qui est important. Donc, oui à la liberté d'expression. Expression. Je vais appliquer une pression. Ex veut dire à l'extérieur. Je vais donc imprimer, je vais imprimer quelque chose qui de l'intérieur sort. Comprenez? Donc, l'impression est extérieure, l'expression c'est ce qui est dedans qui va sortir et qui va s'imprimer. C'est pour ça que la rhétorique a aussi comme définition l'art verbal, l'art et la science verbale juste. Voilà. Art et science pris comme un tout. Art et science, verbal, juste, vrai, authentique. Qu'est-ce qui doit être authentique? Soi. Ah, peut-être que le message que je vais passer est faux. Je ne savais pas. Il est faux. Mais comment est-ce que je peux savoir s'il est faux? Il faut que je le passe avec authenticité. Il faut que je le passe bien, avec authenticité. Comme ça, le feedback, je pourrai l'avoir. Vous comprenez? Donc la peur mentale, elle est à travailler. Elle n'est pas à éliminer. Elle est à conduire. Vous savez quelle différence y a-t-il entre le courage et la témérité? Le courageux a peur. Le téméraire, non. Il n'a pas peur. Il ou elle. Donc comme il ou elle n'a pas peur, fonce. Bon, et puis les conséquences arriveront d'une manière ou d'une autre. La peur est fondamentale. C'est elle qui nous permet de rester éveillés. C'est elle qui nous permet de capter. Donc, le fait d'arriver, mettons, devant un public, et de devoir parler et de sentir un peu une réaction qui est une réaction intérieure, un peu de peur, mais tant mieux, c'est bien. Celle-là, il ne faut pas l'éliminer, il faut la conduire. Parce que ça veut dire que nos sens sont ouverts. On peut capter. C'est important de capter, de voir, de saisir.
Ça nous donne la possibilité de conduire correctement les choses, de conduire notre message, véhiculer le message. En anglais, ils disent to convey. C'est encore, disons, plus matériel, plus objectif. Là. Il y a quelque chose qui doit porter le message. Porter le message. Il y a un moment donné où il a été dit par quelqu'un canadien que finalement, le message est le véhicule. Le véhicule est le message. Tout le monde a applaudi. C'est la fin du symbole. C'est passer du symbole au concept et c'est bloquer l'imagination. Le symbole, c'est quelque chose qui porte une essence. Alors le symbole arrive, l'essence se répand et le symbole revient. C'est ce qui permet un mouvement symbolique pour que les essences puissent rentrer, pour que le message puisse passer, pour que le message puisse être reçu. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, premièrement, ne plus avoir peur de soi-même. Ne plus avoir moins peur de soi-même. Moins peur de ses idées. Moins peur de ses convictions. Moins peur de la logique qui est la nôtre. Même si on n'est pas diplômé. Elle est où l'intelligence? On ne trouve pas l'intelligence chez le boulanger. On ne trouve pas l'intelligence chez les boueurs. Et pourquoi pas? L'intelligence, elle est partout. L'intelligence est une grâce de la nature, au moins dans le plan humain. C'est une grâce. Après, on s'en sert ou on ne s'en sert pas. L'intelligence n'est pas quelque chose dont on fait l'acquisition. L'intelligence, c'est quelque chose qui s'éveille. C'est pour ça que c'est très, effectivement, socratique comme approche. La maïeutique. Quand Socrate disait ou répondait à ses interlocuteurs, mais comment est-ce que tu fais, toi, pour pouvoir éveiller la conscience d'autrui? Quelle est ta méthode? Et Socrate de répondre, tu fais comme ma mère. Ma mère est sage-femme. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aide, qu'elle favorise la naissance de l'enfant. Mais ce n'est pas elle qui donne naissance à l'enfant. C'est la femme qui, là, était sur le point d'accoucher et qui accouche. Et lui dire pareil, il dit, moi, c'est l'art et la science de faire naître les esprits. Ou les âmes. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas quelque chose qui s'impose. C'est être capable de faire sortir de l'autre le meilleur de lui-même, le meilleur d'elle-même. Waouh! Alors tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça avec 150 personnes. 2000 personnes. Non. Il faut que ce soit personnalisé. On ne peut pas faire des grands groupes, là. Voilà. Non. Du moins pas pour ce genre d'objectif. Si maintenant il faut apprendre à comment faire devant 10 000 personnes avec un micro pour lever les foules, pour faire que tous ces gens après vont aller voter pour toi, bon ben ça c'est pas moi qui donne la formation. Mais il y en a beaucoup qui la donnent. Et ils sont très forts. Voilà. Alors il y a les ballons, il y a la musique rock ou autre qui sort, il y a l'excitation, il y a les drapeaux, on touche les drapeaux. Lui, il arrive, il présente la femme, les petits-enfants, tout le truc, c'est un scénario extraordinaire, tu vois, et ça s'apprend. Il y a des techniques, et des gens sont payés très cher pour ça, très très cher. Voilà. Et l'art du discours aussi. Discours. Aujourd'hui, le discours est compris comme la manière d'exprimer une idéologie. Tel et tel discours. Mais dans la tradition philosophique, le mot discours se rapporte à la pensée discursive. C'est l'art et la science de la pensée discursive, c'est-à-dire de la capacité de reconnaître les choses comme elles sont. On appelle ça le discernement. Le discours se rapporte au verbe qui traduit un discernement ou qui favorise le discernement. Aider les consciences à mieux discerner, à mieux se discerner, à mieux discerner l'environnement dans lequel on se trouve, à mieux discerner la dynamique temporelle qui est le devenir, c'est-à-dire ton histoire. Il faut faire ton histoire. Je sais que il y a aussi aujourd'hui des élans pour dire qu'il faut que tu
construisent ta légende. C'est beau. Bon, mais avant la légende, déjà l'histoire. Hein. Commençons déjà à assumer l'histoire. Et qu'on soit quelqu'un. Il faut qu'on soit une personnalité, qu'on soit quelqu'un. On y soit qui mal y pense. Attention, on a l'éthique, hein. N'oubliez pas, il n'y a pas simplement la sensibilité. C'est-à-dire faire que les gens puissent sentir, ressentir. Oui, ça peut être une manipulation. Non, non, ethos. Et tout ça au service du logos, c'est-à-dire du message. Le message. Il y a quelque chose qui est à dire, il y a quelque chose qui est à exprimer. Ah oui, mais le vocabulaire, je manque de vocabulaire. On s'en fout. Mais oui, mais peut-être que je n'utilise pas les bons mots. On s'en fout. C'est secondaire. La personne, elle fourche, elle se trompe de mots, elle commence avec un mot, elle finit avec un autre, elle a inventé un mot par accident que personne ne comprend, ni même d'ailleurs la personne qui vient de l'énoncer, c'est pas grave. Ça rejoint les peurs qui sont les peurs qui se retouchent à l'éthos, qui se rapportent à l'éthos. Peur de soi. Je suis debout, tout le monde est assis. Je me sens ridicule. J'ai envie de chercher une protection minimale. D'être un peu caché derrière où je vais m'asseoir. Je vais me mettre au niveau de tout le monde. Ah, c'est mieux. Ou alors, non, il faut, pour engager un discours, engager une communication, faire rire les gens. Il faut qu'on vienne et on fait une grosse blague. Alors, il faut choisir sa grosse blague. La grosse blague, on la donne, tout le monde rit, je suis content. Non, tout ça, ce sont des techniques modernes, qui sont très utiles pour la société dans laquelle nous vivons. Mais non, on n'a pas besoin de faire ça. Si la personne a quelque chose qui est léger et qu'elle le dit, ben tant mieux. C'est pas une obligation. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas une recette qui dit voilà comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut parler et communiquer avec les gens. Non. Non, parce que là, ça veut dire qu'on va être complètement pris là, dans ça. La liberté. Comme ça marche. Ah, bravo, quel orateur. Non. Ouf, c'est comme les plans. Là. Alors, tout est écrit. Alors, la personne, elle prend son truc, et bla, 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 bla. Comme on a, hein, avec comment ils s'appellent les télé... tu sais, le truc transparent, là, qui... pour les... La toile. Hein? Une toile. Le rétroviseur. Ouais, un truc dans le genre. Les présidents, les grands, quand ils parlent... oui, exactement, c'est ça. Tout est écrit. Tout est écrit. Il y en a quelques-uns qui font leur propre discours. Là, je crois qu'on en a un là qui lui aussi fait ses propres discours. C'est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de faire ses propres discours. Sinon, il y a des gens, des psychologues et autres, voir quoi ça les psychologues, qui sont en train de regarder. Non, il faut dire ça pour qu'on ait telle réaction. Dire ceci pour qu'on ait telle réaction. Dire cela pour qu'on désactive cette réaction-là. Et ensuite, immédiatement, on dit ça pour aller là. Tu vois, là, on risque de nous critiquer. Bon, attaquons la personne. Pour transposer l'agressivité là, etc. Tout c'est télécommandé, on ne prend pour des machines. Et ça fonctionne. Il faut se poser la question, pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'en moi, ça fonctionne? C'est pas normal. C'est donc, ils appellent, ou ils touchent, l'aspect robotique en nous. Parce qu'on est tous humains. Alors, il y a deux façons de le voir. On est tous humains, du point de vue de la base. On a tous les mêmes organes, le même fonctionnement. On a tous les mêmes instincts. Il y a tous ce programme, qui est le programme génétique, on l'a tous. Donc ça veut dire que tu appuies sur le bouton, pop, ça fait ça. Tu appuies sur ce bouton-là, hop, ça fait ceci. C'est-à-dire que voilà. Et il y a une autre façon de penser aussi l'humain, c'est que chaque individu est une originalité, est irremplaçable à ce niveau-là. À ce moment-là, il n'est pas robotisé. On ne peut pas le robotiser.
Si il peut y avoir des comportements de masse où tout le monde réagit pareil, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'ils sont habillés pareil? Non, non, justement non. Ils ne veulent pas du tout être habillés comme les autres. Ça ferait uniforme. Ah, uniforme, une seule forme. Non, non, ils sont tous habillés différemment. Chacun cherche à s'habiller de manière différente pour être original. Mais tous agissent pareil. Ils peuvent agir de la même manière, tous pareils. C'est pas l'individualité, ça. Individu veut dire indivisible. On a tous en nous quelque chose qui est indivisible. Et par conséquent, qui n'est pas partageable. Qui ne se décompose pas, qui ne se divise pas. Tu ne le retrouves pas ailleurs. C'est ton étoile. C'est une étoile intérieure. C'est ton identité. C'est elle qui est la source de ta liberté. C'est elle qui va naître. Donc il n'y a pas de comportement massifié. Un peuple n'est pas une masse. Un peuple est fait d'individus droits. Peu importe la taille. C'est pas la taille qui compte. C'est d'être droit plutôt que de ramper. Il y a une grosse entreprise qui a déjà plusieurs décades utilisé comme slogan voler avec l'aigle ou gratte avec les poulets. L'image est quand même bonne. Vole avec l'aigle et gratte avec les poulets. Et puis on peut aussi évoquer quelques fables, dont notamment le roitelet. Petit roitelet qui vole plus haut que l'aigle, parce qu'il utilise aussi l'intelligence. Donc, ça veut dire que l'expression orale est un devoir, et c'est le devoir de s'assumer soi. Mais pour s'assumer soi, il faut déjà se connaître soi. Alors, connais-toi toi-même. Comme le dit le dicton, connais-toi toi-même, ou la phrase de sagesse, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire, oui, mais on n'est pas nombreux, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux pour arriver à... Non. Non, non. On a tout. Nous sommes déjà arrivés. Vous savez, c'est l'histoire qui est l'histoire dans le bouddhisme de ce disciple, pas disciple encore, mais en tout cas de ce chercheur de vérité qui va rencontrer le Bouddha après avoir souffert des années et des années pour arriver enfin au Bouddha et pour dire bon, je suis quand même déjà arrivé. Où est maître le nirvana? Il est là. Il est comment? Là, oui, là. Ah bon, alors je suis arrivé. Non, non, parce qu'il était là où tu étais hier. Et puis aussi là où tu étais il y a 10 ans. Il était là, en fait, partout où tu étais. Oh, je ne l'ai pas vu. Ah bah oui. Mais comment on fait pour y rentrer? Bah on y rentre. Il suffit d'y rentrer. Vous voyez? Il n'y a pas de terre élue. Il n'y a pas de doctrine élue. Il n'y a pas un pays qui vaut mieux qu'un autre. Il n'y a pas une montagne qui est préférable à une autre. Il n'y a pas une vallée qui est meilleure qu'une autre. Partout, on peut se réaliser. C'est vraiment extraordinaire quand tu penses à ces philosophies spirituelles qui te le disent. Partout, on peut se réaliser. Donc ça veut dire que ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend pas de la collectivité, ça ne dépend pas de la quantité, ça ne dépend pas des circonstances, ni de la profession, ni de la religion, ni de quoi que ce soit d'autre. Ça dépend de moi. Uniquement moi. Très bien. Alors je ne suis pas limité alors. Non, tu n'es pas limité par quoi que ce soit d'extérieur. À part les limites naturelles. Il n'est pas en train de dire j'ai compris. Je ne suis pas limité, je vais monter au 4e étage, au 5e étage, et je vais sauter dans le vide. Je suis un oiseau. On se comprend, c'est-à-dire qu'attention, il y a le logos là, l'éthos et le pathos. Personne n'est ridicule. Personne. Il faut assumer son image. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. L'éthos. Dans l'éthique, il y a la considération de l'autre. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas des règles? Oui. Il y a des principes. Ça, c'est certain. Il y a des principes. Par exemple, pour manger, il faut mettre la nourriture dans la bouche. Garantie. C'est un principe. Un principe qui est pour nous valide, comme pour l'animal, comme d'autres, non? On ne va pas le mettre dans l'oreille.
Le principe pour manger, mettre la nourriture dans la bouche et pas dans l'oreille. Ça, c'est ça qui est. Maintenant, la couleur de ta fourchette, est-ce que tu vas manger avec les doigts? Est-ce que tu mets tout ça dans une écuelle et que tu vas manger comme un animal? Ça, c'est ton choix. Mais quoi, quel que soit le moyen que tu vas prendre, le principe va être inaltérable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des principes de vie, il y a des principes de pensée, des principes dans l'éthos, des principes dans le pathos et des principes dans le logos. Il y a une philosophie qui correspond à cette rhétorique-là. Voilà. Après, les moyens, c'est à chacun d'entre nous. Sauf qu'étant donné qu'il y a des principes, il y a des principes éthiques. Donc il y a aussi comme un comportement éthique de base et essentiel qu'il faut respecter. Et qui va dépendre de la sensibilité. Donc c'est pas que je suis en train de dire que c'est le chaos. Non, je suis simplement en train de dire que l'individu doit apprendre à s'exprimer et que cet apprentissage est basé avant toute chose sur l'évacuation, la disparition de toutes ces limites artificielles qui sont le produit et construit de nous-mêmes. Construction de nous-mêmes. Voilà. En ce qui concerne le pathos, c'est la peur de l'autre. Donc il y a la peur de moi-même. Non, déjà, comme je disais tout à l'heure, la peur du fond. Il y a des diplômés. Il y a le professeur de ceci, de cela. Bon, mais très bien, tant mieux. Il y a que je te dire, il te le dira de toute façon. Donc, c'est pas ce qui doit t'empêcher de t'exprimer. Tu dois t'exprimer. Aie confiance dans tes idées. Aie confiance dans tes idées. Exprime-les. Mets le meilleur de toi-même dans l'expression de tes idées. Parce que c'est comme ça que tu peux avoir un feedback. Et tu seras très attentif aussi au feedback. C'est pas parce que tu as un feedback qui te vient d'un diplômé qu'il est bon. Le monde aujourd'hui est conduit par des diplômés. Ça fait des décades, des siècles qui sont conduits par des diplômés. On voit les résultats. Donc c'est pas parce qu'on a le diplôme que ça y est. Le diplôme, il est accessoire. Les choses vont fonctionner en fonction de la valeur de l'être. L'être, diplôme vient après. Alors si en plus on a le diplômé, c'est-à-dire il sait faire ceci ou elle sait faire cela, techniquement, très bien, mais c'est quoi la valeur de la personne? C'est quoi? Elle a un pouvoir technique, comment est-ce qu'elle l'utilise? C'est pareil, médecin, avocat, notaire, tout ce que tu veux. Là. C'est pas être contre, vous comprenez? C'est simplement qu'il faut se détacher, se libérer de ça. J'entends un feedback de quelqu'un, je dois prendre ce feedback non pas en vertu de sa compétence universitaire ou d'autres types de diplômes, mais de sa compétence humaine. Parce que parfois, les conseils qu'on reçoit sont de très bons conseils que tu reçois du facteur. Quand je dis facteur, c'est simplement pour faire une distinction avec l'ingénieur ou tout ce que tu veux. Voilà. Non. Valeur humaine. Valeur humaine. La rhétorique est une culture de la valeur humaine. Une culture de la valeur humaine. La peur abat plus que n'importe quel fléau dans le monde. Une phrase de sagesse. Tu vois ? La peur, donc les peurs abattent plus que n'importe quel fléau dans le monde. Évidemment, abattre, là, ça veut dire toi, c'est-à-dire ta conscience. Bon, je veux simplement... Attends, est-ce que ça a été enregistré? Je rappuie sur... Je veux simplement terminer avec une autre notion très générale que je ne vais pas développer pour laisser le temps aux questions. Pour qu'on puisse échanger ou si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté. Cela correspond aussi à une vision qui fait partie de toute la tradition que l'on peut qualifier de spirituelle du patrimoine de l'humanité.
et qui se représente avec une succession de 3 cercles qui correspondent à la fois à une idée d'une structure organique de la nature, de l'univers. À ce moment-là, il y a des mots qui correspondent à ces 3 niveaux, notamment symboliquement le ciel, la terre et le monde intermédiaire ou la terre du milieu. Au point de vue de l'être humain, une correspondance avec l'être humain, parce que c'est sûr que c'est assez logique de penser que telle est la nature, tel est l'être humain, puisque l'être humain est partie de la nature. C'est un produit de la nature, c'est un enfant de la nature. À ce moment-là, on a la division ternaire, constante dans les traditions tant d'Orient que d'Occident, du Nord, du Sud et du Centre, où on a le corps, l'âme et l'esprit, corpus, anima et spiritus, qui est la structure présentée de l'être humain. Donc c'est important ça, je veux le souligner parce que j'adhère à cette vision-là. Elle fait du sens pour moi. Et quand je dis qu'elle fait du sens, c'est pas d'un point de vue absolu, strict, et c'est fini. C'est une démarche. Mais je préfère considérer que l'être humain n'est pas qu'un produit biologique. Sinon que c'est aussi une entité mentale et dotée d'une âme. Alors l'idée de corpus, anima et spiritus va très bien. Et c'est pour ça que je me suis orienté depuis déjà pas mal de temps dans cette formation traditionnelle, on va le dire, philosophique. Mais ce qui, ici, je veux souligner, c'est qu'en même temps, ce ternaire a d'autres dérivés, d'autres explications, dont l'une est la suivante. Elle est philosophiquement importante pour nous tous, et particulièrement aussi pour ce qu'on propose comme démarche. Pensée, parole, action. Ce qui, si nous restituons dans ce même dessin, si nous restituons la division ternaire qui concerne la constitution de l'être humain, chacun choisit. Je répète, ce n'est pas une doctrine. Mais moi aussi, quand j'ai fait, il y a quelques années, biologie et génétique, l'image de l'être humain était très claire. C'était l'être humain est une carte génétique. Ce contre quoi je me suis levé, non pas d'un point de vue religieux, en disant mais on n'a aucune preuve qui permette de réduire l'être humain à la carte génétique. J'en ai pris, ma carrière universitaire. J'ai subi un choc. Mais je n'allais pas me laisser. Et non. C'est sûr qu'il y a une carte génétique concernant le corps, mais le reste, non. On ne sait pas. La conscience n'a pas d'organe. Il n'y a pas un organe qui est rattaché à la conscience. Donc, ça fait quand même quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, en fait, alors, ça veut dire que dans la division ternaire, ça correspond à la dimension esprit, que peut-être pour nous, pour plus de facilité, nous pouvons saisir comme étant le mental. Et dans le mental, l'intelligence. Pas la raison qui raisonne. L'intelligence, c'est cette capacité de comprendre les choses. Pas simplement de les raisonner. Parce qu'on peut raisonner, et on raisonne, et on raisonne, et on continue de raisonner, et puis un autre qui fait la suite, il raisonne, l'autre raisonne encore. Il y a une succession de raisonnements, et finalement on arrive au point de départ. Donc la raison raisonnante est un mode d'expression et de travail du mental. Mais le mental ne se résume pas à la raison raisonnante. Il y a aussi la raison intelligente, qui elle permet de vivre des eureka, c'est-à-dire un côté intuitif, où à force de développer un raisonnement intelligent, la lumière se fait. C'est ça qui est intéressant. La lumière se fait. La lumière n'est pas le produit d'un raisonnement. Le raisonnement permet d'arriver à cet état de l'éclair. L'éclair n'est pas la polarité dans le ciel, plus, ni la polarité de la terre, moins. L'éclair est une décharge qui se produit dans ces circonstances-là. On ne va pas réduire la lumière à la polarité. Donc c'est intéressant aussi.
Donc, peut-être qu'on peut le prendre de cette façon-là. L'action, dans la notion de tout ce qui est la corporéité. Quand je dis corporéité, c'est pas simplement le corps physique, là. C'est de donner corps. Il faut donner corps à ses idées. Il faut donner corps à ses sentiments. On a un gros problème contemporain. Il y a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Pas simplement que les idées. C'est-à-dire de leur donner corps. Alors on peut donner corps à un sentiment par l'art. La musique, par exemple. Mais la musique n'est pas physique. Ce n'est pas un objet physique. Quand tu fais un tableau, il y a du physique. Il y a de la peinture qui se met sur une toile. Même si on ne peut pas réduire cela, évidemment, au physique. Mais dans la musique, il n'y a rien de physique. Tout est subtil. Pour ça, les muses, la musique, c'est d'ailleurs pour faire l'éloge de ce qui est subtil. Plus l'être humain va être sensible et raisonner au subtil, et plus on aura un humanisme. Parce qu'il y a aussi le côté un peu bestial dans l'humain. Il n'est pas très subtil. Donc quand on parle de corps, ce n'est pas simplement le corps physique, là. Et puis, entre les deux, l'âme. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la parole, le verbe, les mots, comme on a vu au début, se rapportent à ce monde intermédiaire. Le langage est ce qui nous permet de nous relier, de communiquer, de se lier, de se relier, de progresser. C'est une musique de l'âme. Pour ça, ce n'est pas simplement que de la raison qui résonne, c'est aussi de l'imagination. Alors c'est ça que je voulais vous rajouter, et finalement peut-être de le voir avec un enseignement philosophique qu'on ne trouve pas simplement dans le bouddhisme, avec Bouddha, c'est que ces trois-là doivent être reliés. Alors lui, il va rajouter l'idée du juste, qui va de là jusque là, et qui va de là jusque là. Un peu comme un yo-yo, ou un ascenseur. Il faut que les choses descendent et prennent corps, et qu'il faut que des corps, une expérience, puisse être retirée pour devenir une essence, qui est la compréhension. Pour comprendre, il faut agir. Mais après, il faut réfléchir sur l'action. Il faut tirer un bilan de ça. Donc, c'est un ascenseur. Et de la justice, nous aurons deux autres mots, qui est justice. Alors, il faut se rendre à justice, et rendre la justice, et aussi justesse. Justice et justesse. Ce sont deux émanations de fonction du juste. Alors ça veut dire pensée juste, parole juste, action juste. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin dans notre propre vie, individuellement et collectivement. Donc il faut penser juste, mais il faut aussi l'exprimer. L'exprimer le plus justement possible, avec le plus de justesse possible. Faire justice à l'idée, mais aussi avoir la justesse. C'est-à-dire que l'idée, elle m'apparaît être bien communiquée. Si je n'arrive pas à la communiquer, j'ai écouté, excusez-moi, mais j'ai mal communiqué, je me suis mal exprimé, reprenons. Et ne pas avoir honte de s'être raté. Je me suis raté, je vais reprendre. Pour finalement avoir l'action juste. Et à partir des actions, c'est là où, comme on citait pour la philosophie, que l'on peut retirer l'expérience. Bon, voilà, j'ai suffisamment parlé. Donc, si vous avez des questions, on peut se consacrer un peu de temps, jusqu'à minuit et demi, pour les questions et les réponses. Oui. Quelle va être la part de l'expérimentation en termes de... Est-ce qu'il y a des ateliers pratiques durant les 4 semaines du cours? Non. Donc, ce qui se passe, c'est que on vous fournit à l'entrée un bâillon, un masque qu'on utilise dans l'avion pour la lumière, et puis des bouchons. Non, c'est une blague. Les 3 singes, Non, c'est éminemment pratique. Oui. À la casserole. Ouf.
Mais avec gentillesse. C'est-à-dire, même si le sang coule, il y a toujours une parole, disons, réconfortante. Merci. Non, c'est pratique. C'est Ouais, sûr que c'est ouais. pratique. On ne peut pas dire comment ça l'est, parce que je ne le sais pas. Ah. C'est ça qui fait que je suis si peu connu. Parce que j'ai aucune recette. Je dis, quand on me pose la question, mais comment est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Oh. Mais est-ce qu'il y a une méthode? Non. Pour les raisons que j'expliquais avant, non? C'est-à-dire que ça va dépendre de chacun. J'ai pas quelque chose de... Il y a des principes, c'est sûr, mais il n'y a pas quelque chose de formalisé. Il n'y a pas un moule dans lequel la personne rentre et elle sort. Boup, toum, boup. Vous avez vu le film? Comment ça s'appelle ce film? Voyons, il n'y a que des images et de la musique. Voyons. Le muet pour les Non, muets. non. Je suis sûr Ah, que vous avez vu. sur l'audition. Non, ce sont toute une série d'images magnifiques où on voit, par exemple, on voit comment ça se passe dans la ville avec la circulation en accéléré où les voitures s'arrêtent. Baraka? Voilà, Baraka. Baraka, pas vu? Si vous ne l'avez pas vu, regardez Baraka. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Baraka nous donne une image qui est une image réelle du monde dans lequel nous vivons et du monde qu'on a perdu. Par conséquent, celui qu'il nous faut retrouver. Ce qui ne veut pas dire retourner à la préhistoire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est l'âme. Supprimons l'âme. Supprimons la parole. Donc voilà ce que nous avons. Et ça donne l'intellectualisme. L'action coupée. L'intellect coupé. Donc oui, c'est pratique. Avec orientation, avec dialogue, avec échange. Il n'y a pas de pression. Elle fouet, mais il n'y a pas de pression. Est-ce que ça va s'adresser ou les exercices vont être autant la communication un à un que la communication à un auditoire? Oui. Oui, d'accord. Je dis oui parce que je ne peux pas le prédire. Je sais pas. On sait pas. Si jamais il y en a 6 qui ont vraiment peur de parler à l'auditoire, c'est sûr qu'on ne va pas dire allons-y. Il faut pouvoir. Il doit y avoir de la versatilité. Je m'engage à la versatilité. Ça ne veut pas dire que je chasse l'orthodoxie. Les gens, si on doit parler devant quelques personnes, il ne faut pas qu'on se mette dans les toilettes. L'orthodoxie, c'est de dire, il vaut mieux rester là. Hein? Mais je ne peux pas prédire comme ça. Oui, peut-être que pas. On va donner aussi quand même on va donner des symboles. C'est-à-dire des critères qui sont des critères généraux basés sur les principes, pour que chacun puisse les goûter, les manger, les digérer à sa manière. Hein? Pensée, parole, action. Moi, j'ai une préoccupation dans la communication, dans le discours, par rapport surtout notre ego, des fois, qui peut être un peu hypertrophique, la difficulté à avoir ses failles, ses faiblesses, l'influence que ça peut avoir dans la communication, dans le discours. Souvent, quand on a vécu des difficultés, l'ego a tendance à prendre beaucoup de place. Puis la communication tourne souvent autour des problèmes des autres, des difficultés des autres, et rarement ramenée à soi. Puis, ça rend les communications souvent très difficiles. C'est souvent unidirectionnel. On sort d'une soirée de communication très difficile où les gens ont parlé d'eux, où on parlait des autres. Puis, on se demande la soirée, ces difficultés-là de l'ego hypertrophique, la difficulté de voir ses failles, ses faiblesses, qu'est-ce que vous en pensez? C'est majeur. C'est exactement au cœur de la problématique. C'est ce que j'expliquais, pas expliqué, mais que je présentais au début en disant, c'est nous qui nous limitons. Alors il y a une part très forte et trop forte de la création de limites par nous-mêmes. C'est ça qu'il faut que nous touchions pour voir. Si en touchant ça, il y a alors on va toucher ailleurs. Il faut qu'on arrive à trouver où est-ce que l'on peut toucher et que ça va. Là on peut toucher. Donc ça c'est une psychologie. C'est évident qu'il faut une psychologie. Ce que vous prenez comme image, c'est qu'il n'y a plus d'âme. Les gens parlent des autres et parlent d'eux-mêmes. Mais il n'y a pas de relation. Donc, qu'est-ce que c'est qui prend le dessus?
Effectivement, l'ego. Mais l'ego dans son exaltation ou sa banalisation. Parce que l'ego, il ne faut surtout pas l'enlever. Le centrisme qui peut affecter l'ego, il ne faut pas l'enlever. C'est le isme qu'il faut peut-être travailler plus. L'égoïsme. Mais l'égocentrisme, là c'est différent. Parce qu'il faut que l'ego soit là. Mais il faut qu'il soit là, bien positionné. Donc, ce sont des choses qu'on touchera. Peut-être. Peut-être. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait un progrès. Un progrès. C'est-à-dire, il y a une grosse erreur qui est faite. Le progrès, c'est de faire la même erreur, mais moins. Voilà. C'est un progrès. Et pas de viser, maintenant, il n'y a plus l'erreur du tout, il y a le début de la qualité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais, c'est décourageant, parce que c'est avoir l'équivalent Corpus Christi, Amen, et puis ça y est, là. Mais moi, non, je ne suis pas bon pour ça. Je ne suis pas bon pour ça. Mais par contre, il y a quand même pas mal de formations qui existent aussi en la matière. Je pense qu'il y a une philosophie qui s'accorde à ça. Il faut qu'il y ait une résonance. Vous savez, dans mon activité professionnelle, où je fais des formations, aussi en expression orale et communication, les personnes, un à un, des fois, non. Donc la personne, quand je la reçois, pendant une demi-heure, l'objectif, c'est qu'on discute. Pour qu'à la fin, la personne puisse se dire, vous avez une sale gueule, moi ça ne m'intéresse pas de faire une formation avec vous, et la réciproque, sauf que je ne dirais pas, vous êtes une sale gueule. Disons, vous comprenez? Mais qu'on s'entende, si au départ, si ça va, il y a comme un sorte de feeling, c'est bon. Il ne faut pas qu'il y ait que ça. Mais c'est très important, ça. Alors généralement, on me dit, mais ça coûte combien? Je dis, rien. Pourquoi je vais payer? C'est une rencontre pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que la personne pourrait penser, oui, moi je serais content de pouvoir faire quelques pas avec vous. Bon, parfait. Mais il faut qu'il y ait la réciproque aussi. Il est arrivé plus d'une fois de dire, écoutez, je suis désolé, je peux rien faire. Vous seriez avec moi, là, je ne pourrais pas vous aider vraiment. Je ne serais pas utile. Mais par contre, d'autres, oui. Comme ça, on ne s'enrichit pas, mais disons que, humainement parlant, c'est mieux. Je ne dis pas ça pour que vous preniez rendez-vous avec moi. Pour avoir la demi-heure. Autre chose? Oui. Est-ce que vous voyez une différence entre la communication des connaissances et la communication d'opinion, ou pour vous c'est essentiellement la même chose? Ça dépend. Définissez-moi opinion. Mais est-ce que, une opinion justement, la connaissance, je pense on va dire un domaine, on va dire scientifique, c'est de la connaissance, un domaine comment faire ou un savoir-faire par exemple, qui serait la connaissance, alors qu'une opinion, ce serait ton expérience personnelle, comment tu vas changer, comment tu vas comprendre cette connaissance-là, par exemple. Puis est-ce que vous voyez que essentiellement le message se définit de la même manière, ou il y a des différences? Je valorise, avec ce que vous dites, je valorise l'opinion. Mm-hmm. Mais pas que l'opinion. Aussi la connaissance et le savoir. Mais le savoir scientifique, par exemple. Mm-hmm. Mais la science a un champ qui est très réduit. Très, très réduit. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent notre expérience humaine qui ne sont pas scientifiques. L'élément qui est le moins scientifique, qui n'est pas scientifique, c'est la conscience. On ne peut pas rattacher la conscience à quelque chose d'objectif. C'est une donnée qui est une donnée des sciences. On ne peut pas. Ce que je disais tout à l'heure avec l'organe. La digestion, on peut la rattacher à des organes. La respiration, on peut l'attacher à des organes, etc. La conscience, non. On ne sait pas, on ne peut pas dire la conscience, c'est le cerveau. Non, on ne peut pas. On n'a aucun élément scientifique qui nous permet de le dire. Aucun. Ce n'est pas scientifique. La conscience est irrationnelle. De ce point de vue-là. Maintenant, l'opinion que l'individu a, mais moi je suis rempli d'opinions. Je ne suis pas simplement, mais très loin d'être ça, d'être un livre, qui est un livre d'équations dans mon existence. C'est pas, je sais pas, si je dois manifester l'amour, on va pas manifester l'amour avec une équation, je t'aime comme une porte de prison. T'es belle comme une casserole. Enfin, disons, des trucs qui sont
classés et autres, on est très irrationnel. Il ne faut pas avoir peur de l'irrationnel, il faut avoir peur de l'irrationalisme. Mais irrationnel, ça veut dire que tout n'est pas dans l'humain rationnel. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas rationnels, mais le non-rationnel n'est pas nécessairement l'irrationnel. Vous comprenez? Ou l'irrationalisme. Ou si je le dis comme ça, le non-rationnel n'est pas l'irrationnel. Mais il peut y avoir aussi de l'irrationnel. De la même manière, ce qui est la raison n'est pas que rationalisme. Il peut aussi y avoir, et c'est, souhaitons le cas, l'usage de la pensée, du raisonnement qui est positif. Nous sommes anges et démons, gris-gris, comme les escargots, qui est à peu près la vitesse avec laquelle on évolue vers le mieux, l'escargot. Voilà. Mais on est gris-gris. Gris-gris, c'est très bon. Ça veut dire qu'on n'est ni blanc ni noir. On est gris-gris. C'est-à-dire que la logique, alors qui est utilisée, est la logique du « et », et pas la logique du « ou ». Et ça, on aura l'occasion certainement de le voir aussi. Les choses ne sont pas ou cela ou ceci. Elles sont les deux, d'une manière paradoxale. La vie est paradoxale. La vie ne peut pas, c'est manifeste, elle ne peut pas être enfermée dans des catégories. On utilise des catégories pour mieux comprendre certains aspects qui nous sont utiles après dans l'application technologique, par exemple. Mais la vie ne s'en laisse pas enfermer. Enfin, disons. On nous dit ça, et c'est peut-être l'expérience que chacun peut en avoir. Non, de ce côté-là, je valorise l'opinion. Parce que, disons que dans mon expérience de vie, j'ai plus 20 ans, là, dans mon expérience de vie, j'avoue tout à fait, avec grande facilité, que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup, de gens qui ne payaient pas de mine. Pour le dire ainsi, non? C'est-à-dire, c'est pas les galons, le diplôme, là, partout, etc. Des gens simples. C'est bon, ça. Ça veut dire qu'on est tous maîtres et disciples de la vie. On peut tous apprendre. Et il n'y a pas de degré d'âge. Par exemple, je ne devrais pas dire, moi, j'apprendrai rien de quiconque est plus jeune que moi. Ce qui veut dire que dans cette doctrine-là, celui qui a 95 ans, il ne peut pas apprendre de beaucoup. Hein, au moment qui est le plus crucial, parce que peut-être c'est là où il va passer dans l'au-delà. Là. Donc c'est le moment où il vous comptera qu'il faut avoir peut-être une bonne... non, 98 ans... Un petit jeune de 97, il va quand même pas m'apprendre quelque chose. Hein. Oh. Non, il faut être plus simple. La crainte du rejet, la crainte du jugement qui peut faire qu'on se retient d'aller dans une chose comme ça, à part l'expérimenter, l'affronter, cette crainte-là, parce que je pense qu'au Québec, c'est très répandu. On a peur d'être jugé facilement, on a peur de dire des conneries, des bêtises que l'autre me trouve dans des ateliers comme ça. Comment vous voyez ça? Déjà, d'un point de vue général, pratiquement au début, là, dès le début de l'expression orale ou de la rhétorique, c'est une chose que l'on aborde tout de suite. La peur du jugement. Parce que c'est la force qui est utilisée, je vais prendre une expression philosophique, des maîtres de la sagesse. Alors c'est très intéressant, parce qu'on est dans un monde qui promeut le branding, mais qui en même temps a développé cette espèce de peur forte d'être jugé. Oui, on va être jugé. Bien sûr qu'on va être jugé. Non, pas dans l'atelier, mais bien sûr qu'on est jugé. Et il faut l'assumer. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est certain que dans un public, une audience, ou même dans l'expérience quotidienne, il y a des gens qui vont trouver que t'es vraiment moins que rien. Une crotte sur le trottoir, une petite merde. Et il faut l'accepter, il faut se dire, je vais l'accepter avec sourire. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'invective ne déshonore que son auteur. L'invective ne déshonore que son auteur. Ce sont les arts martiaux. Donc il y a un art martial dans la pensée, dans l'âme et dans l'action. Ça ne nous salit pas. Donc il faut accepter qu'il y aura beaucoup plus de gens dont notre figure ne va pas leur revenir, et puis d'autres que oui.
Voilà. Donc c'est sûr que ça, c'est un des points qui est à travailler parce que c'est un handicap. Ça paralyse. Et dans le cadre de nos ateliers, oui, il n'y aura pas du tout ce genre de comportement. En tout cas, on ne va pas le favoriser. Est-ce que dans la formation, on va aborder le langage non verbal et le ton de voix? Oui. Le ton de- C'est-à-dire, le langage non verbal, ça veut dire quoi? Le corps. Ben oui. C'est-à-dire que je conseille vraiment vivement qu'une personne qui veut suivre la formation vienne avec son corps. Alors, dans une vision plus ésotérique des choses, peut-être qu'il y en a un qui va venir avec son corps éthérique, ou son corps astral, selon certaines visions. Et là, on ne va pas pouvoir travailler parce que moi, je ne pourrais pas travailler. Sinon, j'aurais ouvert depuis longtemps aux fantômes. Cours d'expression orale ouvert aux fantômes. Ça ne marche pas. Donc, bien sûr, oui. Est-ce que vous considérez ouvrir un autre groupe pour le mois d'avril? Parce que Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était quoi qu'on a dit? Au mois des fleurs. Au mois de la bière. Au mois de Marie. Là, c'est complet, là. Oh, je suis triste, là, mais... pas, non? C'est pas loin, hein. En avril, ne te découvre pas un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ah, oui. C'est ça la différence. C'est ça. Le mois de mai est beaucoup plus. Ça, on verra. C'est bon? Banzai? Bien. Alors, merci de votre attention. Merci. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, visitez notre site internet à montréal.acropole.ca. Nouvelle Acropole est un organisme à but non lucratif. Vous pouvez faire un don ponctuel via notre page PayPal à montréal.acropole.ca/PayPal.